bienvenue à cette session qui va être un peu difficile parce qu'on vient de manger de bons repas. Donc, tout d'abord, nous voulons remercier tout le monde pour être présent ici. Et avec nous, nous avons trois voix féminines très importantes, deux professeurs et le troisième aussi avec professeur. Donc, je vais vous faire une petite introduction de chacun d'elles. Donc, Mohroda Chaudhry, elle est une spécialiste de la littérature française. Elle enseigne maintenant à Jawaharlal University, qui est la meilleure université de l'Inde pour l'instant. Et on a aussi Ritu Tyagi, qui est aussi professeure, et elle a fait aussi une étude très intéressante parce qu'elle a appris le français en Inde et aussi aux États-Unis. Et son doctorat était sur Ananda Devi, un écrivain francophone, et elle va nous donner aussi ses réflexions sur Albert Camus, donc on va en parler plus tard, et Florence Guichard, qui est elle a écrit sur la méthodologie de l'écriture. Donc elle est vraiment très compétente de parler de Christian Bobin. Donc, pour commencer, je vais simplement dire, monsieur Jean-Paul, qui est très connu ici, donc je n'ai pas vraiment introduit, mais Jean-Paul, il va aussi faire la lecture comme ils ont annoncé. Donc, quand on parlait de centuries tout à l'heure, ce n'est pas vraiment les siècles, c'est seulement le siècle dernier. On a ces trois auteurs, Albert Camus, qui était né en 1913, Margaret Yourcenar, en 1903, et Bobin, qui était né en 1951. On a choisi ces trois personnes parce qu'ils représentent les philosophies différentes, mais en même temps, ils ont un fil commun. Avec ça, je vais peut-être demander d'abord à Mohroda Chaudhry de faire son intervention sur Margaret. Pardon? Ok, d'abord la lecture de texte, et après c'est Mohroda Chaudhry qui va parler de Margaret Yourcenar. Donc, je vais vous lire un extrait du livre Les yeux ouverts de Marguerite Yourcenar. Pourriez-vous évoquer ce que vous appelez vos méthodes de délire? Question posée par Mathieu Gallet. Ce sont des méthodes de contemplation. Il y a en effet des méthodes contemplatives que j'ai parfois employées pour écrire Mémoire d'Adrien. Je les emploie toujours, du reste, je les ai acquises par moi-même, en partie, mais aussi en les étudiant chez les philosophes orientaux. Quand je dis délire, je parle pour le dehors. Pour le public, c'est un délire. Pour celui qui s'adonne, c'est le comble de la sagesse. Seulement, c'est tout à fait contraire aux habitudes d'esprit, surtout françaises. D'abord, bien entendu, quand on est romancier, cela consiste à se laisser investir par un personnage. Et cela consiste aussi à faire table rase de tout. J'imagine que c'est un peu ce que Descartes faisait, bien qu'il employât un autre vocabulaire. Dans ce délire-là, on ne fabule pas du tout. Dans la contemplation non plus. On élimine complètement ce qui est fort différent, pour arriver à un certain niveau de sérénité dans laquelle les choses se reflètent comme dans une mer calme. Ce qu'on vous recommande toujours, et ce qui est extraordinairement difficile à acquérir, c'est ce que les sages hindous appelaient l'attention. Une attention qui illumine 3/4, les 9/10 de ce que l'on croit penser. On dit qu'en réalité, on ne pense pas. On assemble des bouts d'idées qui sont déjà là. Il faut éliminer tout cela et fixer sa pensée sur rien. C'est extrêmement difficile à réaliser. Il y a toute espèce d'astuces différentes, de différentes manières d'arriver à cet état, que j'ai fait d'ailleurs décrire à Adrien lui-même, apprenant à vivre. Je les crois d'une manière ou d'une autre tout à fait essentielles. Seulement, il ne faut pas confondre
méditation avec le rêve. Merci beaucoup, Jean-Paul. C'était vraiment bien dit. Moi, j'avais l'impression que j'avais entendu pour la première fois. Alors, je vais parler de Marguerite Yourcenar, qui était la première femme élue à l'Académie française. Donc, de comprendre l'impact de son écriture, même pour un public français qui n'apprécie pas vraiment le mysticisme et tout ça. Elle était vraiment rigoureuse avec sa méthode d'écriture. Le roman dont on parle dans cet extrait, Les Mémoires d'Adrien, c'était un roi, un empereur roumain du IIe siècle. Alors, c'était un empereur roumain, Adrien. Donc, le livre pour lequel elle est le plus connue, c'est Les Mémoires d'Adrien, où elle parle de la voix de cet empereur roumain qui s'adresse, avant sa mort, à son neveu, Marcus Aurelius. Et le roman s'est mis dans une forme épistolaire. Ce sont des lettres que ce vieillard écrit avant de mourir, comme une réflexion sur sa jeunesse, sur sa vie, mais surtout sur les questions mystiques et spirituelles aussi, de la vie, de la mort, de l'âme, de ce qu'il faut faire comme un administrateur. Et elle dit, comme ici, dans plusieurs interviews, et surtout dans son livre qui s'appelle Des yeux ouverts, d'où il a lu l'extrait. C'est un interview avec Mathilde Gallet, que Marguerite Yourcenar a fait. C'est comme un livre en fait, c'est un long interview. Et elle dit comment elle a été influencée par la philosophie hindoue et aussi l'Inde elle-même, c'est tout ce qu'elle avait lu de l'Inde. Depuis l'âge de 18 ans, en fait, elle avait lu les Upanishads et elle parlait souvent de ce détachement qu'elle pratiquait pendant qu'elle écrivait. Et c'est ça qui m'avait frappée quand je lisais la littérature française du XXe siècle, où souvent on voit tant de dépression, des choses qui ne vont pas après les deux guerres, le pessimisme. Et là, il y a une auteure, une autrice, qui prend la voix d'un empereur et qui raconte en fait ses propres réflexions, mais en même temps, elle a fait une étude très très rigoureuse de la vie d'Adrien. En fait, elle avait rédigé ce roman quand elle avait 25 ans, mais elle ne l'avait pas publié parce qu'elle pensait que ce n'est pas ce qu'elle voulait faire. Donc, le manuscrit est resté à part pendant encore 25 années. Et pendant les guerres, elle s'est bougée partout dans l'Europe. Et quand elle était aux États-Unis, elle a remporté ses bagages par le navire et tous ses manuscrits d'Adrien qu'elle avait rédigés il y avait 25 ans, c'est revenu. Elle raconte comment, quand elle relisait cela lui a inspiré tellement de refaire ce roman. Donc, cela lui a permis encore de temps à penser à ça. Et je vais lire une petite chose qu'elle a dit sur son écriture, sa rédaction de ce roman. Elle dit que quand elle reçoit le prix de l'Académie, c'est sa note de réception quand elle est élue à l'Académie française, elle dit elle parle de l'unité du monde, qu'il s'agisse du monde visible et invisible, matériel ou spirituel, humain, animal ou végétal. Cette unité se manifeste au niveau du temporel où le passé et le présent coexistent dans le même paradigme chronologique. Et elle essaie de rendre cela à travers la voix de cet empereur. En fait, Adrien, c'est quelqu'un qui a vu, qui a expérimenté les différents régimes, les changements politiques. Et quand il parle à Marcus Aurelius, il parle comme un vieillard qui pense que la vie, c'est la chose la plus importante
et la vie en toute forme, soit dans la vie de l'homme, la nature, la vie animalière. Alors, on voit une sorte d'humanisme qui est partout dans son œuvre, qui est vraiment l'essence même de l'œuvre de Marguerite Yourcenar. Donc moi, j'ai vraiment fait l'expérience du Yourcenar à travers la traduction des Nouvelles orientales. C'est un recueil des nouvelles qu'elle a réinterprétées, des nouvelles de l'Orient. Et là, la première histoire, c'est une histoire d'un peintre qui traverse la Chine avec son disciple Lin. Et c'est un homme qui ne pense qu'à l'art. Et là, Marguerite Yourcenar montre comment cet homme, cet artiste, Wang Fo, il s'appelle Wang Fo, avec son disciple Lin, qui a tout sacrifié. Lin a sacrifié sa femme, il avait beaucoup d'argent, il a vendu son argent pour soutenir l'artiste Wang Fo, son maître. Et tout d'un coup, il y a un jour où l'empereur de la Chine amène avec ses soldats, il veut que Wang Fo vienne visiter l'empereur dans sa cour. Et il lui dit que Wang Fo, j'ai grandi dans un palais entouré par des tableaux. Et en regardant tes tableaux, j'ai conçu un monde qui est parfait, où les fleurs sont parfaites, les femmes sont parfaites, la vie est si parfaite. Mais quand j'ai grandi et je devais régner sur cet empire, j'ai su que le monde n'est pas un endroit, un espace tellement unique et parfait. Et c'est pour ça que je vous ai amené ici auprès de moi pour vous punir. Mais je ne vous punirai pas si vous pourriez achever le tableau que vous avez laissé incomplet. Alors Wang Fo, il n'a pas de souci de mourir. Il recommence ce tableau devant l'empereur dans sa cour et l'empereur, il est tellement cruel, il tue Lin parce qu'il veut que Wang Fo achève ce tableau soi-même. Il mélange les couleurs et tout ça lui-même. Alors, à ce moment-là, Wang Fo, il reste intouché. Alors, on peut voir comment, selon Marguerite Yourcenar, un artiste, c'est une personne qu'on ne peut pas juger moralement. C'est aussi un homme qui est au-delà des choses qui se passent ici sur cette terre. C'est ainsi qu'elle interprète cet artiste Wang Fo. Et finalement, dans cette histoire, Wang Fo il est tellement concentré sur ce tableau que quand il peint les ondes, la cour même est inondée de l'eau. C'est que son tableau devient réel et la cour de l'empereur devient quelque chose irréel, moins réel que le tableau même. Alors, c'est moi qui pense, alors ce n'est pas une interprétation académique, mais je pense que c'est là que Marguerite Yourcenar nous indique aussi comment il y a vraiment une ligne très fine entre le réel et ce qu'on appelle le merveilleux. Et c'est ce merveilleux qui nous aimons dans ces œuvres ici. Merci. Merci beaucoup, Maud, parce que je dois aussi terminer que le temps. Merci beaucoup. Donc oui, comme elle parlait, le mysticisme, c'est quelque chose qui nous préoccupe, mais tout ce qui est imperceptible, on a différentes manières de voir. Et avec différentes manières vient le concept de l'absurdité, l'existentialisme. Et avec ça, je vais demander d'inviter plutôt Tagui, Dr. Tagui, de parler de la manière Albert Camus a vu ce qui est imperceptible. Et la lecture d'abord avec Jean-Paul. C'est un texte donc d'Albert Camus. J'ai pensé que je n'avais qu'à dénigrer
et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source. La râpe n'a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin. Peut-être à cause des ombres sur son visage. Il avait l'air de rire. J'ai attendu. La brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'allais enterrer maman. Et, comme alors, le front surtout me faisait mal et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau. À cause de cette brûlure, je ne pouvais plus supporter. J'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas. Mais j'ai fait un pas. Un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, la râpe a tiré son couteau qu'il a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et indistinctement le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse, dans le bruit à la fois sec et assourdissant que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il n'y parût. Et c'était comme 4 brefs que je frappais sur la porte du malheur. Merci beaucoup. Je commence par quelques mots de remerciement. J'aimerais bien remercier l'équipe d'organisateurs-organisatrices de me voir invité ici et de présenter ma recherche. Et aussi un grand mot de remerciement à Jean-Paul pour une si belle lecture qui présente d'une façon excellente l'angoisse chez Albert Camus. Vous connaissez tous Albert Camus et l'œuvre L'étranger. On a tiré ce passage de cette œuvre L'étranger. Je vais présenter très brièvement cette œuvre avant de passer à autre chose. Mais ce qui m'intéresse surtout, et ce qui va avec le thème aussi de ce festival, c'est de voir l'entrelacement entre la littérature et la philosophie, et on a beaucoup parlé, on va beaucoup parler ces 2 jours de cela. Donc je vais commencer par ça en évoquant la philosophie d'Albert Camus et de voir comment c'est similaire et différent de ce qu'on a vu jusqu'ici, parce que chez Camus, c'était plutôt une philosophie d'absurdisme athée. Donc on va commencer par là. Brève histoire de ce roman qui évoque le personnage Meursault. Vous connaissez peut-être Meursault, qui est un employé d'un bureau à Alger et qui reçoit au tout début de ce roman un télégramme envoyé de l'asile de vieillards où vivait sa mère, que sa maman est morte. Et la toute première phrase de cette œuvre est très connue dans le monde littéraire français, et je vais lire cette phrase
qui en fait nous donne des indices comment lire ce roman qui est considéré bizarre, comme Meursault qui est considéré bizarre, et on va réfléchir un petit peu sur cette question aussi. Donc je vais lire cette citation, l'incipit de ce roman. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'Asie. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. Donc, cette idée cette attitude d'être détaché de tout, c'est ça qui m'intéresse dans ce roman. Donc, on a ce Meursault qui prend 2 jours de congé et qui va assister aux funérailles de sa mère. Et ce qui est intéressant, c'est l'attitude de cette personne aux funérailles. Le lecteur remarque qu'il ne pleure pas, qu'il est en train de fumer, et c'est un peu comme l'attitude attendue d'un fils. C'est pas comme l'attitude attendue d'un fils endeuillé. C'est ce qu'on remarque. Le lendemain, il sort avec une copine, il nage, il fait l'amour, etc. Ensuite, il y a cette histoire avec un voisin, Raymond, qui a une maîtresse arabe. Donc, il sollicite Meursault pour écrire une lettre pour dénigrer sa maîtresse. Et comme ça, il entre dans un conflit avec les frères de cette maîtresse qui sont simplement nommés comme des Arabes. Et Camus a été critiqué fortement par des critiques postcoloniales pour ne pas donner des noms aux Arabes. Et moi j'ai écrit un article sur cette question, mais c'est autre chose. Ensuite, sur la plage, le passage que Jean-Paul vient de lire, c'est l'instant où l'arabe, le frère de la maîtresse de Raymond est là, et il sort un couteau, et tout d'un coup, Meursault qui est là, c'est ce qu'il a dit dans le procès aussi plus tard, que c'était la chaleur et le soleil, la chaleur accablante, et le soleil qui lui pousse à tirer parce qu'il y avait le revolver donné par Raymond pour se protéger. Donc il sort le revolver et il tire sur l'arabe. Ensuite, il est arrêté, qui était étonnant parce que ici, dans ce roman, Camus évoque l'Algérie française, où le meurtre d'un arabe n'était pas un crime si grave. Mais il est condamné, la deuxième partie de cette œuvre, c'est le procès, et il est condamné pas pour le meurtre, on peut voir si on lit de près, pas pour le meurtre, mais par son attitude, qui est considérée assez bizarre. C'est un homme qui est détaché, c'est un homme bizarre. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette œuvre. Et finalement, quand il est condamné en fait à la guillotine, et à un moment donné, l'aumônier aussi visite Meursault pour qu'il se confie à Dieu dans ces derniers instants, et Meursault refuse, il s'est fâché de ça. Et avant son départ pour la mort, finalement, Meursault finit par trouver la paix dans la sérénité de la nuit, et même souhaiter que le jour de son exécution, de grandes foules qui le haïssent soient au rendez-vous. Donc la fin est très très importante pour nous. Si on essaye de... En fait, je vais raconter cette petite histoire, comment j'ai commencé la lecture d'Albert Camus. J'étais dans la 2e année de l'université. On a appris le français dans la première année, et dans le 2e, on a imposé la lecture de l'étranger en disant que c'est le livre, ou c'est l'œuvre la plus simple à lire. Et on a raison, hein, c'est une œuvre très simple, mais au niveau de la langue, parce qu'il s'agit aussi
d'un style particulier, un style minimaliste. On a beaucoup évoqué en fait ce style minimaliste quand on a parlé d'Annie Ernaux plus tard, qui a reçu récemment le prix Nobel, comme Camus qui a reçu le prix Nobel en 1957. Mais il y a ce style minimaliste que Roland Barthes a aussi parlé quand il a parlé de Degré Zéro. Mais derrière le style minimaliste, c'est en fait intentionnel et stratégique pour évoquer une philosophie qui était plutôt athée, mais qu'on peut interpréter de plusieurs façons. Et c'est cette philosophie d'absurdisme, l'existentialisme dont on parle souvent. Donc, Meursault, qui est un homme très très détaché, aliéné, est en fait, qu'on considère plusieurs critiques, un homme absurde. Mais c'est quoi cette absurdité? Et pourquoi est-ce qu'on doit évoquer cette absurdité ou cette philosophie de l'absurde aujourd'hui? Je crois que dans le contexte d'aujourd'hui, Albert Camus reste très très pertinent parce que il évoque cette philosophie de l'absurdisme, d'aliénation. Et c'est pas seulement l'absurdisme ce dont il parle, mais aussi la possibilité de dépasser cet état d'aliénation. Donc, qu'est-ce que c'est cette philosophie de l'absurdisme? Je vais lire une citation de Camus avant d'entrer en détail. Il a dit « Ce qui est absurde, c'est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l'appel résonne au plus profond de l'homme. » Fin de citation. Donc c'est ce qu'on a vu dans ce passage aussi. C'est un souci, un grand souci, une forte angoisse chez le narrateur, chez le personnage, qui reflète en fait une sorte d'aliénation. Mais d'où surgit cette idée d'absurdisme? C'est pas chez lui, c'est en fait un désir chez lui de trouver un sens. Tout le monde essaye de trouver l'objectif de la vie, un sens de la vie. Et le fait qu'on voit la vie, la réalité de la vie, il n'y a pas de sens. La vie est dépourvue de sens. Donc, c'est cette confrontation entre notre désir constant de trouver une sorte de signification des choses qui se passent et le fait qu'on n'y arrive jamais. C'est à ce moment-là, c'est ce moment de la prise de conscience de l'absurdité que Camus disait qui est intéressant pour nous parce que c'est quelque chose qui arrive tout le temps. En ce qui concerne la solution, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on peut vivre avec ce sorte d'aliénation que tout le monde, presque tout le monde ressent aujourd'hui dans ce monde qui est explosé, dans ce monde de hyperconsommation. Quelles sont les solutions proposées par Albert Camus? Donc, dans cette réflexion de Camus, il y a d'abord l'absurde. Deuxième, c'est le suicide. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on se suicide? Et pendant un long moment, il a travaillé beaucoup sur cette idée de suicide. Mais finalement, il a dit non, je ne peux pas terminer mes œuvres avec ce type d'approche négative. Et il a écrit d'autres œuvres comme La peste, L'homme révolté. Il a proposé la théorie de la révolte pour tourner le regard, pour dépasser l'aspect négatif de l'absurdisme et de transformer dans quelque chose de positif. Et qu'est-ce que c'est cette idée de la révolte chez Camus? Lui, il a dit qu'on doit révolter contre cette idée d'absurdisme, contre cette aliénation. Il y a plusieurs possibilités selon lui. L'amour, l'amour c'est une possibilité. Et la deuxième qu'il nous propose, c'est d'imposer une sorte de signification, une sorte de sens sur la vie
et de travailler ou de chercher des solidarités, des fraternités. C'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'on voit aussi dans une autre œuvre très très connue, La peste, qu'on a évoquée très souvent pendant la période de Covid, parce qu'il y avait des similarités entre notre situation de Covid et ce qui est évoqué dans cette œuvre, La peste, où il nous montre la possibilité, parce que selon moi, la mort de Meursault, c'est plus ou moins le côté négatif. Mais ensuite, on a le deuxième canon qui dépasse cette approche et qui nous propose une approche plutôt positive avec des solutions. Et c'est La peste, la fin de cette œuvre, La peste, qui propose des solutions. Et la solution qui réside, comme on a aussi vu pendant cette période de Covid, que cela reste dans une vie de fraternité, de solidarité, de sortir un peu de cette individualité qu'on aime trop et d'avoir cette collectivité et d'imposer une sorte de sens dans une sorte de collectivité. Donc c'était ça cette idée. Si j'ai un peu, est-ce que j'ai un peu de temps ou non? Je peux peut-être... non, ok. Je m'arrête ici, merci beaucoup pour votre avis. Excusez-moi, mais on a un peu de temps. Donc, merci beaucoup pour cette intervention sur la philosophie d'Albert Camus. Et deux fois, vous avez parlé de l'amour. Morceau a pris un jour de congé et dans la vie d'Albert. Et après, vous avez dit que Albert Camus voit l'amour comme une possibilité de négociation avec la réalité. Et ça nous amène à une citation de Christian Bobin. Il y a plus de clarté dans les livres que dans le ciel. Il y a plus de clarté dans le sommeil des amants que dans les livres. Ça, c'est Christian Bobin. Christian Bobin est un des philosophes plus rares dans le monde où vous trouvez la résonance de la poésie dont chaque énoncé l'a fait. Avec ça, j'invite Jean-Paul d'abord de lire le texte et oui, il n'y a pas... donc, pardon, cette fois-ci, je voulais me rectifier, mais j'ai toute chance. Donc, ça Une chanson d'habitude. Une découverte de Christian Bobin, et une découverte de Christian Bobin, c'est une traversée de toute son œuvre, parce qu'il y a plus de 60 ouvrages qui ont été écrits, poésie, romans, et c'est difficile de donner un style, et c'est pour ça que je voulais... Est-ce que tout le monde connaît Christian Bobin à la salle? Tout le monde a lu un petit peu Christian Bobin? Voilà, l'idée c'est de faire découvrir des fragments d'écriture, parce que finalement toute son œuvre est remplie de fragments. C'est l'écriture de la brièveté, c'est l'écriture du ressenti, l'écriture qui est souvent très poétique, très aérienne, qui invite au recueillement, à la méditation. Et ce sont des fragments, on pioche dans son œuvre un fragment, on l'attrape au bon moment, il nous parle, il nous ouvre le cœur. Et voilà, c'est très... Donc l'idée c'était de vous faire découvrir ou redécouvrir certains morceaux à travers plusieurs de ses ouvrages. Il parle aussi de thèmes universels comme l'enfance, la mélancolie, le silence, l'absence. Il a eu beaucoup de décès dans sa vie, donc il a traversé régulièrement l'absence. Et il a toujours cette faculté de décrire l'instant présent avec une précision incroyable. À chaque fois dans ses ouvrages, il explique sa démarche d'écriture de manière très 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 précise. Et puis il y a aussi quelque chose sur Christian Bobin absolument impolié, c'est l'émerveillement. Il est tout le temps dans l'émerveillement du moment présent et du quotidien. Donc il a eu le prix de l'Académie française en 2016 pour l'ensemble de son œuvre, donc plus de 30 ouvrages, plus de 60 ouvrages, pardon. Et il a surtout été connu en 1992 avec Le Trébin, qui a eu beaucoup de succès. C'était donc un roman sur Saint François d'Assise. Bon, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, mais définitivement à découvrir. Et sa dernière publication, Le Muguet Rouge, en 2022, donc juste avant son départ, avec un regard un peu plus piquant sur la vie, donc un petit peu moins positif. Et on peut aussi mentionner Lydie Datas, sa compagne que Jean-Paul apparemment connaît bien, qui a un parcours
assez fabuleux, parce que c'est la famille romanesque, hein, le cirque Bouglione qui après donc, a développé une branche romanesque, et bon, une poétesse. Hein. Donc tu disais, Jean-Paul, qu'on pourrait même la faire venir peut-être à Euroville. Tu la connais bien, c'est ça? Oui, en fait, c'est la famille, comme tu disais, Bouglione. Ils ont changé de nom à Alexandre Romanès pour faire le cirque romanesque que certains d'entre vous connaissent. En ce moment, ils sont basés à la Porte-Maillot, ils ont été longtemps à côté de la place Clichy. Et Alexandre, oui, il m'a passé pas mal de ses livres, il a écrit aussi beaucoup de poésie. Voilà. En fait, une fois, j'allais aussi voir son spectacle, et puis je crois que c'est Samy surtout qui l'a repéré. Passons. Il est venu lui parler, parce que bon, et il a commencé, on a engagé une conversation, il pensait qu'elle était indienne. Et en fait, bon, on sait que les romanesques, c'est les familles de gitans, et que les gitans viennent d'Inde. Donc il a commencé à nous parler de tout ça. D'ailleurs, on le reconnaît. Hein. Moi, j'ai été très surpris, parce que je connaissais plus la culture indienne que le flamenco, mais il y a quelque temps, je suis allé à Séville. Et en fait, moi, j'ai regardé le flamenco, j'ai vu les danses indiennes, qui sont complètement avec des choses beaucoup plus marquées, quelque part, entre guillemets, il y a une violence à l'intérieur qui a moins dans la danse indienne. Mais si on regarde bien, d'ailleurs, bon, ils ont des castagnettes, des indiennes, ils ont quelque chose des chevilles. Bon, tout ça, mais je ne vais pas trop m'écarter. Donc, en tous les cas, les Pilatas, oui, je pense que les Pilatas pourraient venir ici avec plaisir. On peut demander à Alexandre, et Alexandre aussi, je pense aussi, parce qu'il avait, au projet, il avait un rêve, je suis là-dessus, avec son cirque, avec le cirque romanesque, qui est un cirque vraiment très particulier, sans animaux. Il voulait faire tout le trajet, maintenant ça va être compliqué, avec son cirque pour revenir dans ses sources, ce qu'il appelle ses sources en Inde. Voilà. Donc je vais commencer par lire le premier texte. Je vais démarrer un peu avec comme toi, donc je finis juste. Donc Lydie Datas, donc poétesse, vous avez un petit peu plus entendu son parcours, et puis Christian Bobin l'appelait son ange, voilà, son ange d'inspiration. Donc première découverte avec L'Homme Joie en 2012, un récit qui contient 15 récits portraits d'êtres qui lui sont chers, entre autres une femme aimée qu'il a perdue, et des fragments de couleurs. Donc je propose qu'on écoute 2 fragments de couleurs de L'Homme Joie. Je les enchaîne, les deux. Ouais, les deux. Partons de ce bleu, si vous voulez bien. Partons de ce bleu dans le matin fraîchi d'avril. Il avait la douceur du velours et l'éclat d'une larme. J'aimerais vous écrire une lettre où il n'y aurait que ce bleu. Elle serait semblable à ce papier plié en 4 qui enveloppe les diamants dans le quartier des joailliers, à Anvers ou à Rotterdam. Un papier blanc comme une chemise de mariage, avec à l'intérieur des grains de sel angélique. Une fortune de petits poussets, des diamants comme des larmes de nouveau-né. Je n'aime que les livres dont les pages sont imbibées de ciel bleu, de ce bleu qui a fait l'épreuve de la mort. Si mes phrases sourient, c'est parce qu'elles sortent du monde. J'ai passé ma vie à lutter contre la persuasive mélancolie. Mon sourire me coûte une fortune. Le bleu du ciel, c'est comme si une pièce d'or tombait de votre poche et qu'en l'écrivant, je vous la rendais. Ce bleu en majesté dirait la fin définitive du désespoir et ferait monter les larmes aux yeux. Vous comprenez ? Merci Jean-Paul. Toujours en récit-portrait Soulage. Ce qu'on voit nous change. Ce qu'on voit nous révèle, nous baptise, nous donne notre vrai nom. Je suis un enfant dans une buanderie, devant des draps noirs mis à sécher sur une corde. Les tableaux sont de grandes bêtes vivantes allongées, un peu engourdies d'être là. Une lumière d'or
blancs, bat leur flanc. Leur souffle est lourd, lent, imbibé de silence. Je ne sais quoi faire devant elle qui rumine les herbes noires de l'éternel. Merci Jean-Paul. Quelquefois, ces livres prennent aussi la forme d'un journal intime, comme dans Autoportrait au radiateur, écrit en 1997. Il l'a écrit pendant l'année qui a suivi la mort de sa femme. Je n'écris pas un journal, mais un roman. Les personnages principaux en sont la lumière, la douleur, un brin d'herbe, la joie et quelques paquets de cigarettes brunes. Un autre de ses ouvrages, Un bruit de balançoire en 2017, une série de lettres qu'il a écrites au nuage, à sa mère, à Ryokan, le moine japonais du 19e siècle, un spécialiste d'Aïkou, à Monsieur Coucou dans la forêt, à l'escalier, à son bol du petit déjeuner, toujours dans la simplicité, à l'affût de l'essentiel. Il y a des choses très petites et très légères qui portent tout. Le tremblement d'un pétale quand une goutte de pluie le heurte. C'est une vibration que je cherche dans l'écriture, l'imperceptible inquiétude de l'âme en paix. En 1996, il perd une amie de cœur, Guylaine Marion, qui a 44 ans, et il écrit La plus vive pour lui rendre hommage. C'est un hymne à l'amour, à la vie, c'est très joyeux. Bobin est dans le rire et dans la tristesse. On dit que la voix et les yeux sont ce qui est le plus proche de l'âme. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je sais que la mort est voulue et qu'elle va au plus vite, comme un voyou mettant la main sur un trésor. En un millième de seconde, les yeux sont vidés et la voix est éteinte. Fini, fini, fini. Quand on demande à Christian Bobin pourquoi il écrit, j'écris pour témoigner de ce que j'ai vu et ce qui m'a bouleversé. Les plus petits événements sont les plus bouleversants, les plus décisifs quant au devenir du monde. Par exemple, dans mon jardin, il y a un églantier. Il y a quelque temps, je passais porteur d'un souci, d'une ombre en moi. Tout d'un coup, je me suis sentie comme interpellée par une fleur de l'églantier en raison de sa perfection. Et sa perfection, c'était sa mortalité. Elle était réussie et demain, elle serait déchiquetée par le vent. Sa fragilité était celle d'une reine. Je me suis approchée et j'ai regardé. J'ai vu le blanc du calice, les pétales formés et surtout le rose du pourtour. Et c'est marrant parce que je me suis relevée et je n'avais plus de soucis, plus d'ombre. Ça m'a tellement touchée que j'ai pensé que j'écrirais dessus. Ça vient comme ça, l'écriture. Voilà, donc Christian Bobin, dans toute son œuvre, transmet tout ce qui le traverse, ça m'a traversé. Il est dans toutes les petites choses du quotidien, il est dans l'émerveillement, il nous explique sa démarche d'écriture à travers donc, son quotidien. Il a très peu voyagé, très peu bougé, mais il nous donne une sacrée leçon de vie sur l'émerveillement, donc à cultiver. Il est très en lien avec la nature. Et voilà, Christian Bobin le lit avec des fragments de lecture selon ses humeurs. Il n'y a pas vraiment de suite, ni de fin, ni de début. C'est juste un grand bonheur qu'il nous offre. Non. Juste une petite chose, parce que hier on a parlé de Christophe, et c'est un auteur qu'il aimait beaucoup, Bobin, et j'ai dit Bouba parce qu'il avait la photo dans sa chambre, vous savez, cette fameuse photo d'Antoine Bouba avec l'enfant et le coquillage, et c'était Bobin qui avait commenté tous ces livres de photos. Et puis une dernière chose aussi, c'est que notre première intervenante qui nous a parlé d'Ursona a été aussi une élève de Christophe. Donc, comme je dis, alors comment
mentionne de Bobin. Oui. Et c'est magnifique. Et moi, je pensais que j'ai attendu votre lecture de ces œuvres aussi parce que Christophe, il apprécie vraiment cet émerveillement chez Bobin. Donc voilà ce que je pense, que je dis toujours. Depuis qu'il est parti dans l'invisible, il est encore plus visible. Merci beaucoup, Jean-Paul, et merci beaucoup à vous trois, parce que chaque auteur est un monde en soi-même, et dans cette petite durée, on a pu jeter un coup d'œil dans les créations littéraires de chacun, et je vous remercie de la part du Festival de littérature française. Merci. Merci à vous pour votre Merci à vous cinq. Nous allons maintenant plonger dans l'histoire fascinante du colonialisme et de ses conséquences, ainsi que l'histoire d'une rencontre avec Sri Aurobindo et Mère, avec une lecture du Fils du gouverneur par Jean-Marie Barrault, accompagné par l'éloquent Maurice Chouin. Thank you. Let's now dwell into the fascinating history of colonialism and its consequences, as well as the story of an encounter with Sri Aurobindo and Mother with the reading of Sons of the Governor by Jean-Marie Barrault, accompanied by the eloquent Maurice Shukla. J'ai eu quand même l'honneur d'avoir une heure le fils du gouverneur, alors que Sri Aurobindo avait 30 minutes seulement. I'm so sorry. Donc, on passe maintenant à une séance avec Jean-Marie, que j'ai connu depuis très très longtemps. Et bien avant que je sache que c'était le fils du gouverneur. J'ai connu Jean-Marie à Pondichéry, à Avril. Et c'est longtemps après que j'ai su que son père était le dernier gouverneur français de Pondichéry. Et pour moi, la chose qui m'a beaucoup marqué dans cette histoire, c'est la rencontre de son père et lui qui avait 10 ans avec Mère. Ça, c'était une des premières choses qui m'a beaucoup marqué, qu'il m'a raconté je ne sais pas combien de fois, et à chaque fois, ça me paraissait
comme si c'était la première. Donc, j'ai découvert le livre de Jean-Marie il y a 5 jours. Je n'ai pas pu trouver un exemplaire, donc il m'a envoyé le PDF que j'ai fait imprimer pour pouvoir le lire. Et j'ai découvert dans Jean-Marie un écrivain d'une qualité, mais vraiment impressionnante. J'ai lu son livre la nuit, en 3 heures d'affilée. C'était tellement preneur et tellement bien écrit, avec un style et une sincérité qui m'a vraiment beaucoup surpris. Donc, merci Jean-Marie de faire partie quand même de la littérature française maintenant, et pas seulement comme fils du gouverneur. Donc, merci pour cette découverte. Et j'aimerais bien que tu commences avec cette rencontre avec Mère, que je trouve occupe une place presque centrale dans ton livre. Alors, voudrais-tu commencer avec cette...